Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous de Eden Info. Les titres. Les cadets béninois contraints au match nul, un but partout face à leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations moins de 17 ans, Madagascar 2017. Images et sons de cette rencontre à retrouver dans ce journal. Le chercheur américano-égyptien Ahmed Zouel, prix Nobel de chimie en 1999, décédé la semaine dernière aux États-Unis, a reçu les honneurs militaires lors de funérailles organisées dimanche au Caire en présence du chef de l'État égyptien. Et puis hors du continent, au moins 20 personnes, dont 2 journalistes, ont été tuées dans un attentat à la bombe perpétrée contre un hôpital ce matin au Pakistan. Vous aurez les images également dans cette édition. Merci d'être au rendez-vous. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Bénin-Côte d'Ivoire, c'était l'affiche du deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 17 Madagascar 2017, aucune des deux sélections n'a remporté le match. Un match nul qui constitue un mauvais résultat pour le Bénin, de quoi ne pas réjouir les footballeurs béninois. Julie Polika Païdino pour les détails. Les cadets béninois ont de quoi nourrir des regrets. Ils viennent d'être contraints au match nul d'un but partout par des Ivoiriens. Ce sont d'ailleurs les coéquipiers de Ange Vieira Kwame qui vont ouvrir le score. Une œuvre de Kofi Guy Akwete qui décoche à la 37e minute une superbe frappe qui envoie le ballon dans les buts béninois. L'égalisation béninoise va intervenir en fin de première période sur pénalty. Pénalty provoqué par Chabel Gomez et transformé par Joël Vidécon. Plus aucun but ne sera marqué dans cette rencontre. 1-1 score final, priorité des deux sélections, le match retour en Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas qu'ils étaient nettement plus forts, mais stratégiquement, ils ont géré. Quand on est à l'abordage, subitement, 1-2 balles, bien ils balancent, et ça va vite derrière, et c'est difficile après à les rattraper. Surtout que notre bloc d'équipe était haut. Maintenant, ce qu'on peut dire, nous les connaissons. Nous jouons un match retour. On a vu comment habilement et gardiens et joueurs ont tout géré. On lui a travaillé seulement que sur de longues balles. Les 1-2 touches, ils sont dans notre camp. C'est à nous de retrousser nos manches, de ne pas perdre courage. Je pense que le jour où nous allons mettre réellement à travailler dans la durée, sur la distance, nous-mêmes on sera serein face à donc il n'y a pas à rougir. C'est de tirer toutes les leçons de ce qui se passe. Vu les circonstances du match, on mérite la victoire. Mais comme c'est un match de foot, comme on dit, il y a les circonstances, il y a les faits de jeu. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous avons fait match nul. On va rentrer à Abidjan. On va se préparer pour le second match. Cette manche retour de ce deuxième tour des éliminatoires de la CAN U17 Madagascar 2017 aura lieu le 19 août prochain. Clôture ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou du Caucus africain édition 2016. Ce sommet qui a réuni les représentants des 54 pays africains et également un sommet qui représente l'une des plus grandes rencontres dans le domaine financier sur le continent s'est achevé sur plusieurs recommandations mentionnées dans une déclaration dite déclaration de Cotonou. Voici les détails. Les travaux du deuxième sommet du Caucus africain ont pris fin à Cotonou sur des notes d'espoir pour le continent. Dans la déclaration qui a sanctionné la clôture de ces travaux, les gouverneurs africains du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale ont relevé dans le contexte actuel marqué par la crise économique les différents chocs qui rendent difficile la conduite des politiques de développement sur le continent. Et pour répondre aux chocs, ils ont pris plusieurs engagements. Les gouverneurs s'engagent à œuvrer davantage pour la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des politiques publiques de développement afin de préserver et de renforcer les avancées réalisées par les économies africaines au cours de la dernière décennie. Dans la déclaration de Cotonou, les ministres des Finances sous et de développement des 54 pays de l'Afrique et les gouverneurs des banques centrales ont aussi lancé un appel aux institutions de Bretton Woods pour renforcer la croissance et promouvoir la transformation du continent. Les gouverneurs lancent un appel aux institutions de Bretton Woods pour accompagner la transformation structurelle des économies des pays africains, notamment par le financement et la facilitation d'investissements massifs autoconcessionnels dans les secteurs clés. À cet effet, il recommande une nouvelle approche
de nouveaux instruments adaptés aux besoins réels du continent et un cadre de gestion de la dette plus souple. Ce sommet Caucus 2016 a également permis aux différents participants d'adopter un projet de mémorandum à soumettre aux responsables des institutions de Bretton Woods lors des prochaines assemblées annuelles. Mémorandum résumé en 5 objectifs. Il s'agit premièrement de l'amélioration de notre résilience face aux chocs exogènes. Deuxièmement, de la mobilisation des ressources internes. Troisièmement, de l'accélération de la croissance pour une meilleure transformation économique. Quatrièmement, de l'appui aux économies pré-émergentes. Et cinquièmement, les préoccupations liées à la représentativité de l'Afrique au sein des instances des institutions de Bretton Woods. Mesdames, Messieurs les gouverneurs, nous avons confessé que les objectifs de Luanda il y a 1 an, en 2015, n'ont pas tous été atteints. Prenons donc l'engagement que Cotonou 2016 sera un modèle de suivi et d'application concrète. Le Caucus africain est un sommet qui a pour objectif de renforcer la voix des gouverneurs du continent sur des questions importantes relatives au développement socio-économique de l'Afrique au sein des institutions de Bretton Woods. Toujours au plan national, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a procédé vendredi au lancement de l'ouverture des voies dans l'arrondissement de Togba. C'était l'occasion pour le maire de visiter certains chantiers de la commune. Loris Frédéric d'abord, Fréjus Fiossi. On nous a longtemps traité à Abomey-Calavi de la mafia foncière. Aujourd'hui, nous voulons redorer le blason et dire à chacun, à tout un chacun qui est présumé propriétaire à Togba, à Rosoubeta ici, où nous lançons les travaux d'ouverture de voies avec l'accord de la population elle-même, que tous ceux-là, tous ces présumés propriétaires auront leur parcelle dans la dimension déterminée. Fidèle à ses engagements de gestion cohérente et conséquente des travaux de lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada, accompagné du chef d'arrondissement de Togba et autres cadres de la municipalité d'Abomey-Calavi, a procédé ce vendredi au lancement des travaux d'ouverture des voies dans l'arrondissement de Togba. Et ce, pour rassurer davantage ses administrés et dissiper le doute et les préjugés inhérents aux travaux de lotissement dans sa commune. Qu'une personne étrangère qui n'était pas présumée propriétaire ne devra s'installer là où elle ne doit pas. Nous devons être gendarmes pour nous-mêmes. Aucun policier ne viendra d'ailleurs pour contrôler ça. Les comités sont mis en place. S'il y a mal donne quelque part, n'hésitez pas à dénoncer. Cela va du développement. Et c'est l'ouverture de voies qui constitue le développement de notre arrondissement, de notre quartier à Rosoubeta et de notre commune. Nous commençons par ici, nous continuerons et plus rien ne pourra nous arrêter sur ce chemin de développement. Mais l'ouverture des voies n'a pas suffi pour meubler l'agenda du maire Georges Bada ce vendredi. L'autorité municipale a visité différents chantiers en cours sur son territoire. Nous pouvons dire que les chantiers évoluent, mais avec du retard, parce qu'aujourd'hui, on devait réceptionner cette voie sur laquelle nous sommes. Mais faute d'un certain nombre de travaux non réalisés, nous ne pouvons les réceptionner. C'est le moment de dire à nos entrepreneurs qu'ils doivent mettre des bouchées doubles pour que les souffrances que nous administrons à nos paisibles populations puissent à un moment X cesser. Nous avons prévu depuis 3 mois de réceptionner ces travaux. C'est vrai que les pluies et tout ce qu'on ne maîtrise pas, mais ça n'exclut pas le fait que les travaux soient déjà achevés. Nous avons visité le tronçon Arconville, l'hôpital de zone, où les travaux n'étaient pas prévus finir. Mais c'est pour également mettre la pression sur l'entreprise et leur dire que nous les avons à l'œil. Ces travaux d'ouverture de voies, à en croire le maire Georges Bada, s'étendront aux autres arrondissements pour soulager davantage les peines des populations de la commune d'Abomey-Calavi. En mission mode ou choix conscient, la pratique de sport en salle spécialisée
encore appelée salle de gym, connaît un développement à Cotonou. Les salles de gym attirent davantage une clientèle diversifiée, mais quelles sont les raisons qui sous-tendent le choix des salles de gym ou salles de sport spécialisées par certaines personnes? Élément de réponse dans ce reportage de Loris Freddy d'abord. Ensemble d'exercices physiques ou mentaux pratiqués sous la forme de jeux individuels ou collectifs, le sport permet de garder la ligne et de se sculpter une jolie silhouette. Le sport contribue à la perte de poids, à l'augmentation musculaire, le bien-être et permet également d'évacuer le stress de la vie quotidienne. J'ai opté pour le sport en salle. J'avais certains ennuis de santé et au cours du traitement, il m'a été recommandé de faire du sport pour lutter efficacement contre le surpoids. Et depuis que j'ai commencé le sport en salle, je me sens de mieux en mieux. Avec le sport, vous avez une santé robuste. Vous avez un équilibre mental, physique. Et donc, vous vivez bien, vous êtes en bonne santé, vous êtes un homme debout. Pendant que les uns préfèrent pratiquer différentes disciplines sportives en plein air, profitant ainsi de la beauté de la nature et du lait pur, d'autres, par contre, le font dans une salle spécialisée qui se révèle plus efficace que seule de son côté. Les raisons qui motivent ce choix sont multiples. L'accès à une kyrielle de machines, la variété des exercices, la disponibilité de guides ou coachs sportifs limiterait donc la lassitude, l'ennui, la routine et la pollution. Vous faites des activités physiques qui permettent d'ouvrir les pores. Vous ouvrez les pores, vous êtes exposé à l'air libre. C'est que vous recevez au même moment des microbes quand vous faites le sport dans la rue. Il y a des microbes qui sont dans l'environnement que nous ne maîtrisons pas. Quand vous faites le sport dans la rue, vous êtes exposé. Et ces microbes pénètre encore le corps et vous créez encore d'autres maladies. C'est pourquoi nous optons pour le sport en salle. Pollution, avis de professionnels, sécurité, preuve de rigueur et de régularité confortent davantage les citoyens dans leur choix. Info sur le continent, le chercheur américano-égyptien Ahmed Zouel, prix Nobel de chimie en 1999, décédé la semaine dernière aux États-Unis, a reçu les honneurs militaires lors de funérailles organisées dimanche au Caire en présence du chef de l'État égyptien. Les découvertes de cet homme, devenu plus tard conseiller scientifique du président américain Barack Obama sur les processus moléculaires fondamentaux ont permis par leur application à la chimie, à la biologie, à la pharmacologie, des progrès dans le domaine de la santé humaine. Il est décédé mardi à l'âge de 70 ans aux États-Unis où il vivait et enseignait. Dimanche, dans un grand complexe militaire, des hommages lui ont été rendus en présence du président égyptien. On reste toujours en Égypte, mais cette fois-ci pour parler de culture. En Égypte, des femmes et hommes cueillent des grappes de merlot et qu'ils vont presser pour produire le vin des pharaons. Aujourd'hui, le marché offre une dizaine de vins déclinés en rouge, blanc ou rose. Un pays musulman et peu réputé pour la qualité de ses vins. Reportage. Sous un soleil de plomb, ces hommes et femmes cueillent des grappes de merlot utilisées pour fabriquer le vin des pharaons. Ce vignoble se situe dans la vallée du Nil, en Égypte, où pourtant l'islam est religion d'État. Mais depuis le début des années 2000, 2 vignobles se sont lancés un pari fou, ressusciter la viticulture égyptienne. Nous créons une nouvelle page dans la production viticole. Tout ça, ce sont des essais, jusqu'à ce que nous devenions véritablement un pays producteur de vin. On doit planter des vignes dans différents endroits, avec différents types de raisins, pour que nous puissions définir quel type de vigne planter selon les endroits. Les pharaons pratiquaient la viticulture 3000 ans avant notre ère. Elle s'est également développée sous la colonisation britannique avant de presque disparaître après le coup d'État de Nasser en 1952. Aujourd'hui, on trouve une dizaine de vins rouges, blancs ou rosés sur le marché, dont certains sont primés à l'international. Il a fallu s'adapter un petit peu aux conditions climatiques sévères extrêmes.
Donc nous avons développé des systèmes d'irrigation tout à fait spéciaux. Nous avons des systèmes d'humidité qui mesurent donc tous les jours l'humidité du sol, l'humidité de la plante. Le renouveau du vin égyptien est une bonne nouvelle pour les restaurants du Caire. Dans cette société conservatrice, l'alcool est souvent vu d'un mauvais œil et des droits de douane de 3000% rendent impossible l'importation de vins étrangers. On nous avait dit qu'il y avait soit le vin mot de tête, soit le vin passable, mais qu'il n'y avait pas de bon vin. Maintenant, je pense qu'il y a du vin de bonne qualité. Il y a toujours le vin mot de tête, mais il y a aussi du très bon vin, comparable avec la plupart des vins internationaux. Cette industrie de niche ne concurrence pas encore les poids lourds occidentaux, ni même de la région. Mais les gérants des nouveaux domaines égyptiens comptent rapidement se positionner sur les marchés asiatiques. Afrique du Sud, la conférence internationale sur le sida de 2016 a révélé que 2,5 millions de personnes sont contaminées par le VIH chaque année, un virus qui est la première cause de mortalité des adolescents sur le continent africain. En Afrique du Sud, les sugar daddies, ces hommes qui offrent des cadeaux à des jeunes femmes contre du sexe sont pointés du doigt, accusés d'être en partie responsables du taux très élevé de contamination des adolescents. 2000 jeunes sud-africaines contractent le virus chaque semaine. Reportage. Leborang Motsumi est séropositive. Un homme plus vieux qu'elle l'a contaminée quand elle avait 20 ans. Elle fréquentait alors des sugar daddies, ces soi-disant papa gâteaux ou bienfaiteurs, des hommes qui entretiennent des jeunes femmes en échange de rapports sexuels. Ce n'était pas de l'amour ou du réconfort. Je savais que quand j'étais avec tel type, j'aurais tant d'argent et tout ce que je voulais. À ce moment-là, je voulais m'intégrer. Je voulais les mêmes baskets que ma copine. Je voulais les mêmes tresses que ma copine. Et tout ça vient de ne pas s'aimer soi-même suffisamment, de ne pas s'accepter, de ne pas savoir que vous n'êtes pas défini par vos circonstances. Les Sud-Africaines de 15 à 19 ans ont jusqu'à 8 fois plus de risques d'être séropositives que les garçons. À la conférence internationale sur le sida de Durban, des scientifiques ont montré que le sexe intergénérationnel alimente un cercle vicieux de contamination. Des hommes transmettent le virus à des femmes plus jeunes, qui le transmettent à des hommes plus tard dans leur vie, et ainsi de suite. Les sugar daddies sont donc dans la ligne de mire des autorités. Tous ces bienfaiteurs doivent arrêter. Je veux la tolérance zéro pour ces hommes qui exposent des adolescentes au VIH. Le gouvernement sud-africain a lancé une campagne de prévention pour sensibiliser les jeunes filles, mais aussi leurs parents. Beaucoup de parents sont dans le déni. Je les comprends. Tous les parents veulent croire que leur fille ne fait rien, que c'est un ange. C'est bien naturel. Les parents oublient qu'ils ont eu des relations sexuelles avant ou après le mariage, mais c'est pourtant le cas. Ce sont des êtres humains. Lebo a souffert du manque d'informations à la maison et à l'école. Quand elle a cherché des conseils pour avoir des relations protégées, elle s'est sentie humiliée par les adultes. Elle a donc continué à prendre des risques et s'est fait avorter plusieurs fois. Aujourd'hui, elle insiste sur la nécessité de parler avec les ados au lieu de leur asséner des discours moralisateurs. Les jeunes ne veulent pas qu'on leur fasse des sermons, ils ne veulent pas se sentir jugés. Mais les infos qu'on leur donne et la façon dont on les traite influencent leur vision de la vie et de leur avenir. Si on leur dit « halte aux sugar daddies », ne les approche pas, on perd direct l'attention d'une jeune fille qu'on aurait pu vraiment aider. Aujourd'hui, maman d'une petite fille, Lebo se consacre à la prévention auprès des adolescentes, en insistant sur le préservatif, quel que soit l'âge du partenaire. En interactualité, le président Recep Tayyip Erdogan a de nouveau évoqué dimanche un possible rétablissement de la peine de mort en Turquie devant des centaines de milliers de Turcs appelés à manifester pour la démocratie après le putsch raté. Si le peuple veut la peine de mort, les partis suivront sa volonté, a déclaré le président turc devant des sympathisants qui scandaient peine de mort lors de la manifestation géante à Istanbul organisée par le pouvoir en présence de l'opposition. Voici un extrait des déclarations du président turc. Étant donné que vous réclamez la peine de mort, c'est au Parlement turc de prendre cette décision. Une fois que notre Parlement aura pris cette décision, les étapes qui suivront sont claires. S'il faut l'approuver, c'est du côté du Parlement. Me concernant, je l'approuve. Il n'y aurait pas de peine de mort en Europe, au Conseil européen. Il n'y en aurait pas de ci, de là,
mais elle existe aux États-Unis, au Japon, en Chine. Elle existe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. En tant que peuple et nation, nous devons très bien analyser le coup d'État du 15 juillet. Pas seulement ceux qui ont commis cette traîtrise, mais aussi les forces derrière eux, ceux qui leur ont permis de passer à l'action. Si le coup d'État avait réussi, cette géographie qui nous appartient depuis 1000 ans, nous savons très bien à qui elle allait être servie sur un plateau en or. Le soir du 15 juillet, les Turcs, qu'ils soient du parti de l'AKP, du CHP ou du MHP ou n'importe quel autre parti, ont vu très clairement ce qui pouvait nous arriver. Toujours en interactualité, au moins 20 personnes, dont 2 journalistes, ont été tuées dans un attentat à la bombe perpétré contre un hôpital de Quetta, capitale de la province instable de Baluchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ce lundi. L'explosion a eu lieu au moment où des avocats et journalistes étaient rassemblés à l'hôpital après l'assassinat d'un avocat en vue. Le président de l'association du barreau de la province, Bilal Kassi, ce dernier a été tué par des inconnus armés dans une attaque tôt ce matin alors qu'il quittait son domicile pour aller travailler. Eh bien, le dernier dossier avant de boucler ce journal, Acapulco est connu pour sa baie et ses plages paradisiaques, mais c'est aussi l'une des villes les plus violentes du Mexique. Les autorités de cette station balnéaire tentent d'échapper à la vague de criminels et attirer les jeunes vers ce sport plutôt que vers les cartels de la drogue. Reportage. Voilà. Je disais il y a juste quelques instants qu'Acapulco est connu pour sa baie et ses plages paradisiaques, mais aussi l'une des villes les plus violentes du Mexique. Mais les autorités de cette région du Mexique tentent d'échapper à la vague de criminalité et attirer les jeunes vers des types de sports plutôt que de les envoyer vers les cartels de la drogue. Élément que nous allons retrouver certainement dans nos éditions de la soirée. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette brève concernant le Mexique que nous allons boucler cette édition. Merci de votre aimable attention et à bientôt.